Salut à tous, nous chez vous, c'est vous et nous. Biba chérie, en nous aller, j'ai eu un entretien avec le seul et l'unique Joe Douet-Filet. Aïe aïe aïe, vous voulez pas rater ça. Je ne sais pas s'il a écouté beaucoup de zouk, mais nous irons en Ouganda à la rencontre de Moussa Kessera, marié, écoutez bien, à 12 femmes et père de 102 enfants. Dans la question hashtag, nous avons donc demandé quel est selon vous l'impact de la polygamie sur les enfants et nous verrons vos réponses dans un instant. Allons à présent au Rwanda. Les camions électriques passent à la vitesse supérieure au Rwanda 2 ans après le lancement d'un projet pilote dans les zones rurales du pays. La flotte diminue les coûts d'opération et a un impact moindre sur l'environnement. La société britannique Ox Delivers prévoit d'introduire de nouveaux modèles cette année et espère se développer davantage en Afrique de l'Est. De Kigali, le reportage de Senanou Thor. Le récit est signé Lionel Gaïma. L'OX1 est le deuxième modèle des camions électriques qui a été mis à l'essai sur les routes de campagne du Rwanda. Le moyen de transport utilisé pour acheminer des produits des fermes vers les marchés s'est avéré plus propre et moins cher. D'après OX Ntuma, l'entreprise locale qui gère ces véhicules britanniques, les camions effectuent jusqu'à 120 livraisons par semaine, alors que les frais de transport ont été réduits par environ 15% par rapport à ceux roulant au carburant. Pour des agriculteurs comme Danny Kwizera, il s'agit d'une nouvelle donne au niveau des livraisons. La concurrence est accrue et les gens n'avaient pas le pouvoir de négociation. Selon la Banque mondiale, seulement la moitié des habitants de l'Afrique subsaharienne ont l'électricité, alors que dans les campagnes, 70% sont sans courant. Ainsi, les véhicules électriques dans les régions rurales du continent doivent pouvoir parcourir de longues distances avant d'être rechargés. Innocent Bonigaba, chef mécanicien chez OX Ntuma, fait part de l'arrivée de nouveaux modèles mieux adaptés aux routes et aux réseaux électriques africains. This one can move more than 100 kilometers. Cette batterie permet de faire plus de 100 km. Les prochaines vont permettre de parcourir jusqu'à 300 km sans recharge. Nous voyons aussi comment fonctionnent les suspensions, le châssis et les autres pièces mécaniques, même sur nos mauvaises routes. Le Rwanda se trouve vers une agriculture entièrement biologique. Le pays offre des incitations fiscales qui ont attiré les promoteurs de véhicules électriques. Ampersand, une compagnie de motos électriques, affirme que les chauffeurs de mototaxi arrivent à faire davantage de profits, de même que des économies pour ce qui est du carburant et des réparations. Brady Grimes est le directeur des opérations de l'entreprise. Le Rwanda a vraiment mis en place le modèle de ce à quoi pourrait ressembler l'industrie des véhicules électriques dans la région. Je pense que beaucoup d'autres pays ont vu les résultats et les progrès que nous avons réalisés, des choses qu'ils voudraient reproduire. Ainsi, alors que le Rwanda a pris les devants depuis si longtemps avec les incitations et les politiques autour du transport électrique, nous voyons d'autres pays de la région lui emboîter le pas rapidement. Ferdinand Munezero, le directeur des opérations d'Ox Ntuma, reconnaît que pour l'heure, la flotte de sa compagnie n'est pas tout à fait prête à opérer ailleurs en Afrique. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous développer, mais nous ne pouvons pas nous développer tant que nous n'aurons pas optimisé le marché disponible au Rwanda. Nous avons encore des gens qui passent la nuit sur les routes. Nous avons quelques véhicules et nous prévoyons d'augmenter le nombre. Une fois le marché rwandais complété, nous pourrons alors aller dans d'autres pays. OX Ntuma prévoit également d'équiper leurs camions électriques de moyens frigorifiques pour mieux transporter les produits frais sur de longues distances. Une très bonne chose, cette transition vers l'énergie solaire et une solution écologique. Restons dans les avancées technologiques, justement, puisque lorsque les centres médicaux à travers les États-Unis continuent à faire face à une pénurie d'infirmières, un système hospitalier situé juste à l'extérieur de Chicago, dans l'Illinois, se tourne vers une technologie futuriste pour répondre à ces besoins. Suivons.
Si vous entrez dans l'hôpital Elmhurst Memorial, vous pourriez voir un robot de 5 pieds de haut, aux yeux bleus brillants, errer dans le couloir. Nous avons 2 robots à l'hôpital et les 2 fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec seulement une courte période de recharge. Donc, quand vous pensez en nombre d'humains, nous aurions besoin d'au moins 6 personnes pour faire cette quantité de travail. Tous deux nommés Moxie et fabriqués par Diligent Robotics, basé au Texas, ces robots sont utilisés pour alléger le fardeau des travailleurs hospitaliers afin que ceux-ci puissent consacrer plus de temps aux patients. Les fournitures, les médicaments et d'autres choses dont nous avons besoin dans d'autres secteurs de l'hôpital, elle est capable de les acheminer très facilement. Mettez la demande sur l'iPad et dans quelques instants elle arrivera et s'annoncera en quelque sorte avec un petit bip. Nous passons simplement notre badge au scanner et elle ouvre un de ses compartiments. Nous y plaçons l'appareil et terminons la transaction, puis elle est en route. Selon l'hôpital Elmhurst Memorial, les 2 robots effectuaient environ 1800 livraisons chaque mois, parcouraient près de 1000 km, évitant au personnel hospitalier plus de 2 millions de pas dans l'établissement. Au cours de cette même période de 6 mois, le coup de main de Moxie a représenté plus de 3100 heures de travail récupérées par l'équipe médicale. Peu importe le niveau de l'intelligence artificielle du robot, les travailleurs disent que Moxie n'est pas mis en contact direct avec les patients de l'hôpital Elmhurst Memorial. Nous ne comptons pas sur Moxie pour interagir avec les patients. Cela reste notre privilège et notre honneur. Nous pouvons donc passer plus de temps avec eux. Si vous avez une pénurie d'infirmières, des pénuries de main-d'œuvre, l'une des choses à faire est de vraiment vous assurer que les gens que vous avez se concentrent sur ce qui est nécessaire. C'est donc vraiment le but de l'automatisation et de notre type de solution. Thomas est convaincu que son produit fera partie d'un futur de la santé où les assistants robots sont de plus en plus utilisés. Je pense que c'est une chose dont il va falloir que l'on prenne l'habitude de voir dans les hôpitaux, puisque les infirmières et les docteurs seront toujours là, mais maintenant il y aura des robots. Partons en Ouganda. À présent, j'ai une petite question pour vous. Y en a-t-il parmi vous qui ont grandi dans une famille nombreuse? Et est-ce que c'était facile ou pas? Écoutez, le sujet qui vient, je pense qu'il va vous faire sentir mieux, car en Ouganda, Moussa Asaya Kessera, 68 ans, est à la tête d'une famille de 12 femmes, 102 enfants et 578 petits-enfants. Le plus jeune âgé de 10 ans et le plus vieux de 50 ans. Ce père de famille peine à subvenir aux besoins de ses enfants ou même à se souvenir de leur prénom. Plus de détails avec Blanche Sanou. Dans le village de Bugiza, en Ouganda, Moussa Asaya Kessera, un père de 102 enfants, suscite l'attraction dans sa communauté. J'ai 12 épouses qui m'ont donné au total 102 enfants. Sur ces 102 enfants, nous en avons perdu 4 et à ce jour, il m'en reste 98. Ces 98 enfants ont donné naissance à 578 enfants qui sont mes petits-enfants. Dans la famille de Moussa Asaya Kessera, certains essayent de gagner un peu d'argent en faisant des tâches domestiques pour leurs voisins ou passent leur journée à la recherche du bois de chauffage et d'eau, parcourant souvent de grandes distances à pied. Avec les années, il ne peut même plus identifier ses propres enfants. Le problème que j'ai avec ces 102 enfants, c'est que je ne me souviens que du premier et du dernier enfant. Je ne me souviens pas de tous les noms de certains des autres enfants du milieu. Sa vaste famille vit dans une maison délabrée au toit de tôle rouillée et une vingtaine de huttes en terre situées à proximité. Je n'ai que 2 hectares que mon père m'a laissés et dans ces 2 hectares, c'est là que nous avons tous ces enfants et cela a été un très gros problème. J'ai eu de nombreux problèmes. Trouver de l'argent pour payer les frais de scolarité, nourrir tout le monde, trouver des vêtements et de l'argent pour aider au cas où l'un d'eux est malade. Pour éviter que la famille ne s'agrandisse encore, ses épouses prennent des moyens de contraception. Lorsque j'ai vu que le nombre d'enfants était trop élevé, nous avons décidé de mettre mes femmes au planning familial pour que le nombre n'augmente pas.
La polygamie est autorisée en Ouganda. Musa Asaya Kesera s'est marié pour la première fois en 1972 à l'âge de 17 ans lors d'une cérémonie traditionnelle. Son premier enfant est né un an plus tard. Je ne savais pas que notre mari continuerait à nous amener d'autres femmes. Quand il en a amené une autre, je me souviens que je me sentais si mal et en colère. Mais avec le temps, je me suis habituée à tout cela. Pour résoudre les différends qui ne manquent pas dans la famille, des réunions mensuelles sont organisées. Lorsque le repas de midi est prêt, souvent composé de manioc bouilli, le père de famille sort de sa hutte où il passe la majeure partie de sa journée et appelle d'une voix forte la famille à faire la queue pour manger. Il vit aujourd'hui avec 7 de ses femmes à Bougiza, 5 l'ont quitté faute de ressources suffisantes ou de place dans la ferme familiale. Quand je dis, si tu oublies les prénoms de tes enfants, c'est que l'affaire là est gâtée. Tout d'un coup, je suis sûre que votre situation de famille nombreuse là, elle est plus aussi pénible. En parlant des faits de la polygamie, nous vous avons demandé dans la question hashtag quels sont, selon vous, les effets de la polygamie. Michael Kors Kapemba Lubumbashi DRC, RDC. Dans une famille polygame, il y a habituellement plusieurs enfants et ces derniers n'auront pas suffisamment l'attention de leurs parents, surtout leur père, car ce dernier n'aura pas suffisamment de temps pour offrir de l'attention à tous et bien les superviser. Alphonse Mbouaki, Kinshasa, RDC. Si vous lisez la Bible, vous verrez que le roi David fut polygame et comme conséquence, ses enfants se sont disputés la succession royale. Donc, plusieurs enfants de différentes maîtresses tombent aussi dans ce travers de jalousie qu'ils peuvent développer si papa avantage l'un d'eux pour le succéder ou laisse la gérance d'une affaire à l'un d'eux. Alain Sédar, Kayembe, Kananga, RDC. Elle n'est pas mauvaise, l'encadrement et la bonne éducation familiale en dépend surtout. Kassongo, Rak, Kilou, Goma, RDC. Ça crée des divisions, surtout dans le monde actuel. En plus, ce n'est plus adaptable de nos jours. Ça se faisait dans l'ancien temps. Plus le temps évolue, le système change et le mode de vie européen influence l'Afrique. Voilà. Ne bougez pas, on se revoit juste après cette courte pause pour la deuxième partie. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Yeah, vous et nous, part 2. C'est le moment d'apprendre votre leçon d'anglais with the one and only Michel Joseph. Vous avez compris. Passons à présent à l'Anglais Express. Bonjour Michel. Bonjour. Comment Hi Jenny. Hi. Alors aujourd'hui, dis-nous tout. Qu'est-ce qu'on apprend? Something new. Yes, j'adore. Ok. Bienvenue à l'Anglais Express. L'expression idiomatique out with the old, in with the new. Parfois dans la vie, nous éprouvons le besoin de laisser tomber certaines choses et c'est à ce moment-là que l'on emploie cette expression. So, are you making any resolutions for the new year? Yes, it's out with the old, in with the new. New clothes, new hair, new exercise plan. Wow. Do you plan on keeping anything? Yes, my job and my friends. Some. Cela veut dire en quelque sorte, débarrassons-nous du vieux et bienvenue aux nouveautés. Cette expression idiomatique est très appropriée pour les débuts d'année, mais elle peut être aussi employée n'importe quand, dans tout contexte de changement. Le terme « the old » regroupe en un mot
Tout ce qui est vieux ou simplement tout ce que la personne veut changer, c'est peut-être dépassé ou même démodé. Et dans le contexte d'une conversation, l'autre personne comprendra de quoi il s'agit. Cela sera sous-entendu. Par exemple, « Out with the old clothes », les vieux habits. « In with the new ». « Out with the old books », les vieux livres. « In with the new ». « Out with the old furniture », les vieux meubles. « In with the new ». « Out with the old hair », la vieille coupe de cheveux. « In with the new ». Out with the old job, le vieux boulot. In with the new. Cela va de même pour ce qui est des habitudes, des pensées, des sentiments, du mode de vie. Out with the old habits, les vieilles habitudes. In with the new. Out with the old ways of thinking, les vieilles façons de penser. In with the new. Out with the old ideas, les idées démodées. In with the new. Out with the old feelings, les vieux sentiments un peu déplacés. In with the new. Out with the old ways of life, les vieilles façons de faire les choses. In with the new. Et cette expression peut même s'employer dans le contexte relationnel de l'amitié, quand on se rend compte que ça ne marche plus. Out with the old friends, les vieux amis. In with the new. En gros, out with the old and in with the new, cela veut dire a new start, un nouveau départ. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Elle l'a dit, out with the old, in with the new. C'est ce que je fais tout le temps. J'essaye de me réinventer. Vous savez que vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur le site voaafrique.com, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. Le footballeur ghanéen Christian Atsu, joueur du club turc de Hatayspor plutôt, a été retrouvé mort samedi sous les décombres de l'immeuble où il vivait à Hatay près de 2 semaines après le séisme qui a frappé le sud de la Turquie le 6 février. Le corps a été découvert sur les restes de sa tour de 12 étages, effondrée dans le séisme. La secousse suivie de puissantes répliques a tué plus de 40 000 personnes en Turquie et en Syrie, selon le dernier bilan diffusé vendredi, faisant également des milliers de blessés et de sans-abri par un froid glacial. Cette année marque le grand retour du carnaval de Rio dans toute sa splendeur. En 2021, il avait été annulé en raison de la pandémie de Covid et l'an dernier, il avait été reporté à avril, les cortèges de rue n'ayant pas été autorisés. Les écoles de samba, basées pour la plupart dans des favelas, portent les couleurs de tout un quartier. Elles se préparent toute l'année pour leur grand show qui ne peut dépasser les 70 minutes sous peine de se voir retirer des points par des jurés impitoyables. Le carnaval est une fête liée au calendrier catholique romain. Il a lieu à partir du vendredi précédant le mercredi des cendres et dure jusqu'à 5 jours. Tête de mort, rouge sang, dragon glaçant, les Brésiliens aiment jouer à se faire peur tout en vibrant au son des percussions qui font trembler les tribunes. Les festivités prennent fin le 22 février. Et qui dit festivité dit sécurité. Pendant des années, le corps d'Emen Thomas a suscité des remarques désobligeantes de la part de ses camarades de classe plus minces. Après des années de moqueries et de railleries, cette Nigériane vivant à Akwa Ibom, dans le sud du Nigeria, a trouvé une activité professionnelle qui valorise sa morphologie qu'elle qualifie fièrement de plus size ou grande taille. Emen a fondé la Dragon Squad Limited, une équipe de videuses et gardes du corps entièrement féminines. Découvrons avec Didi Diko. My name is Emen Thomas. We are Dragon Squad. Les 43 recrues de Dragon Squad ont assuré la sécurité lors d'environ 2000 événements, dont des fêtes privées, des funérailles, des rassemblements politiques et des soirées dans des clubs. Cette équipe féminine s'est frayé un chemin dans un secteur dominé par les hommes. En plus des talkie-walkie, des gilets et des lunettes noires, ces videuses ont également des sprays lacrymogènes au poivre. Elles doivent toujours garder à l'esprit qu'elles peuvent être attaquées pendant leur travail. Nous avons nos compétences. L'une de nos tactiques est surnommée l'insulte exécutive. Nous l'appliquons quand une crise est sur le point de se produire. Lorsque nous utilisons cette stratégie, tout est calme. Nous sommes capables de contrôler la situation jusqu'à ce que l'événement soit terminé.
Fondée en 2018, l'équipe a su faire ses preuves et impressionne les hommes lors d'événements. Aujourd'hui, j'ai vu des dames agiles, galantes et ravissantes faire le travail. En fait, j'ai vu de moi-même que ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire encore mieux. J'en suis témoin et je le confirme que c'est le cas pour ces dames gardes du corps et je leur dis bravo. Et même Thomas explique que les femmes de l'équipe ont acquis de nombreuses compétences et surtout, ce qu'elle dit être le plus important, la confiance en soi. Elle ajoute qu'au Nigeria, les comportements qui attirent l'attention, comme se tenir devant une foule, donner des ordres, peuvent être particulièrement difficiles à reproduire pour les femmes qui sont habituées à éviter le regard du public. Elle estime que le changement doit également se faire dans la société et les mentalités. Quand nous avons commencé, nous avons eu des difficultés à faire comprendre à la société qu'en tant que femmes, nous pouvons effectivement assurer la sécurité d'un événement. Nous avons donc eu des problèmes. La plupart du temps, lorsque vous parlez à un client, celui-ci vous dit « Ah, que des femmes! Non, cette partie-là, vous ne pouvez pas la gérer, je préfère faire appel à des hommes. » Les clients de l'agence viennent principalement par le biais de références et de messages sur les réseaux sociaux. Obong Ibanga Ikpe a d'abord vu l'agence de sécurité Dragon Squad sur Facebook. Il a décidé de les appeler pour sécuriser la célébration de sa désignation en tant que chef traditionnel. Dans quelques années, les hommes pourraient disparaître de cette profession. Il y aurait une concurrence féroce entre les deux sexes, hommes et femmes. Le client doit décider s'il veut une équipe de sécurité féminine. C'est ce que je voulais. Le client devra décider lequel de deux il veut. Moi, je préfère les femmes. Capable, forte et confiante, c'est justement le message que la fondatrice de Dragon Squad veut faire passer à toutes les femmes. Elles ont du charisme. Dragon Squad, quoi. En tout cas, moi, je bronche même pas. Si elles me disent mets-toi là-bas, c'est là-bas même que je vais. Et en parlant justement de déplacement, les coordonnées GPS sont utilisées dans le monde entier pour identifier un endroit précis sur la planète. Mais elles peuvent être difficiles à utiliser au quotidien. Une entreprise britannique a développé une application qui permet aux utilisateurs de partager leurs coordonnées GPS en prononçant 3 mots simples. Un reportage de Genia Doubleau, un récit de Lionel Gaïma. Le Colisée de Los Angeles a commencé à promouvoir une application appelée What 3 Words pour aider les visiteurs à se retrouver. Créée en 2013 par une entreprise britannique, What 3 Words permet aux utilisateurs de partager leur géolocalisation précise en 3 mots. Si vous êtes dans un hall ou un kiosque à snack et que vous voulez vous rencontrer à l'extérieur du Colisée, vous pouvez utiliser l'application. C'est un moyen très facile de copier, coller et envoyer sa position exacte ou même dire à quelqu'un sur un téléphone dans l'application What 3 Words, je suis à tel endroit. What 3 Words divise la surface de la planète en 55 trillions de boîtes de 3 mètres carrés. Un algorithme attribue à chacune une combinaison unique de 3 mots dans 50 langues. C'est comme un raccourci vers des coordonnées GPS. De nombreux constructeurs automobiles installent What 3 Words dans leurs derniers modèles. Les organismes de sécurité publique invitent le public à utiliser l'application en cas d'urgence. Mais bien que la plateforme soit gratuite, certaines personnes se disent inquiètes au fait d'une société privée à but lucratif gère ce que devient rapidement un service public crucial. Le problème avec What 3 Words, c'est lorsque vous faites une erreur. Ce qui se passe réellement n'est pas clair. Si vous ajoutez littéralement une lettre, par exemple un S à la fin d'un des mots, vous pouvez vous retrouver à 20 mètres de l'endroit souhaité ou à l'autre bout du monde. La compagnie affirme qu'elle s'efforce de minimiser les risques d'erreur. Elle explique que le système doit être breveté et exclusif pour permettre de facturer les entreprises et disposer des ressources nécessaires au fonctionnement du service. Si What 3 Words est encore loin d'être totalement adopté, l'application pourrait un jour devenir le moyen par lequel les gens, où qu'ils soient, indiquent aux autres leur position avec une grande précision. Voilà, 3 mots de localisation et personne ne se perd. Un peu de douceur, si vous le voulez bien, avec le Seigneur de la douceur et ses doigts bien aiguisés. Vous l'avez compris, je parle bien de Joey Doit-Filet. Je me suis entretenue avec le joli monsieur, en référence bien évidemment au titre Jolie Madame, en tournée aux États-Unis.
Alors, c'est pas ta première fois aux États-Unis? Non. Non. Qu'est-ce que tu préfères aux États-Unis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, quand tu sais que tu viens, t'as hâte de faire, ou t'as hâte de voir, ou t'as même pas le temps, peut-être? Hormis les showcases, hormis les shows. Ouais, hormis les showcases. Bah, moi, c'est juste l'ambiance. Hein. Ouais. La mentalité des gens, elle est différente de celle de Paris. Ouais. Mais je pense que tout le monde se dit la même chose quand on habite, ouais. Quand on habite chez soi. Donc, en tout cas, moi, c'est juste l'ambiance. Les gens sont coup de vibe, en fait. Ils sont chill, ils sont de prise de tête. C'est clair. Et t'es d'origine haïtienne. Et tu sais ce que j'aime bien avec les Haïtiens, c'est qu'ils sont vachement solidaires. Tu ressens cet amour Bien sûr, bien sûr. Énormément, énormément. Ça a commencé là, je pense que ce soit chez moi en Haïti et aussi en France, à Paris. J'ai beaucoup de soutien de ma communauté. C'est très important pour moi. Grave. Surtout que je fais du compas, donc même s'il y en a qui disent que j'en fais pas. Mais... C'est vrai, comment tu définirais, ça fait R&B, compas, zouk. Est-ce que toi, tu as une manière de définir ta musique? Non, moi, dès qu'on me demande qu'est-ce que je fais comme style de musique, je dis juste que je fais de la musique. Ouais. Moi, la musique, c'est un mélange de plusieurs cultures, c'est un mélange de plusieurs styles musicaux. Mélanger le R&B avec le compas, ça peut encore être fait, mais ça se rapproche très fortement pour moi, je trouve. Que les mélodies que les artistes haïtiens compas avaient, à partir du moment où c'est mélodieux, ça se rapproche du R&B, c'est un peu du R&B. Ouais. Et puis ça a évolué même la musique. Moi, exactement. Tout le monde reprend un peu des mélodies. Je pense que c'est ces mélanges-là qui font que la musique évolue. Tout à fait. Si on serait resté dans un truc strict, on serait très restreint et arrive un moment, ça saoule les oreilles des gens. Donc voilà pourquoi se mélanger, c'est important. Tu as d'abord commencé ta carrière en tant que compositeur. Puis ensuite, tu t'es dit, je vais interpréter mes propres chansons. Pourquoi? Ça a été quoi le déclic? Moi, j'ai toujours aimé faire de la musique. Ça veut dire qu'en tant que compositeur, il m'arrivait de temps en temps de faire des bouts de musique et de les mettre sur les réseaux sociaux. C'est qu'un jour, j'ai essayé de faire un petit refrain, 4 phrases. Les gens ont apprécié, ça veut dire qu'ils m'ont demandé plus. Donc j'ai essayé plus, un couplet cette fois-ci avec un autre refrain. Ils m'ont demandé plus. Après, j'ai sorti un remix, c'était soit un remix de Corneille. Après le remix de Corneille, j'ai sorti le remix de Dadjuren. Et après, je continue à chanter du coup. Tu as fait un featuring avec Singila, avec Yalevis. Ça mérite un concert au Congo, non? Je suis parti déjà au Congo. Ouais. J'étais au Congo, j'étais à Kin il y a 1 ou 2 mois. C'était une tournée? Non, c'était juste un showcase. Première fois en Afrique. Ouais. C'était magnifique. Hein. J'ai fait un séjour, on a fait 6 jours ou 7, un truc comme ça. J'ai vraiment kiffé le séjour. J'ai visité un peu les quartiers, un orphelinat aussi. C'était vraiment magnifique, j'ai kiffé. Voilà, vous l'avez, Joey doit filer en tournée aux États-Unis, à Washington, et la prochaine à New York, à ne pas rater. Du coup, j'expliquais à mon rédacteur en chef haïtien et d'un certain âge, Gaby Dorsil, et en plus pasteur, qui était Joey Douet-Filet, en lui faisant écouter le titre « Femme voyée ». Et je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'est lui qui m'a dit. J'ai seulement vu sa tête, j'ai dit « mais ça veut dire quoi ?» Bref, j'ai cherché des problèmes parce que maintenant, il me regarde autrement. Voilà mes chouchous, cette émission touche à sa fin. On se quitte en musique, en Noualé. Merci à tous nos collègues qui nous ont assistés à la réalisation de cette belle émission. Merci à toutes nos stations partenaires radio et télé en Afrique. On se dit comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.